d'où cette vitalité, cette importance là, du dialogue social en Nouvelle-Calédonie, avec toutes les relations syndicales et employeurs qui s'y rencontrent. Ce sont le primat d'ailleurs de ce qu'on va aborder dans une deuxième partie sur la négociation collective, puisque effectivement s'il n'y a pas de dialogue social à différents espaces de discussion, il est très difficile de partir sur une négociation collective. Quelles sont aujourd'hui les difficultés qu'on rencontre dans la négociation collective? En fait, c'est comme si on... Comment je pourrais expliquer ça? Il y a la question des problèmes au quotidien, dans la vie de tous les jours, avec l'existence des accords, des diverses lois, des diverses obligations de part et d'autre. Eh bien, on a à vivre ça. Il peut arriver des problématiques au jour le jour. Et ça, c'est le rôle des DP de soulever ces problèmes-là et d'en faire état à la direction par la voie de la réunion des DP qui est mensuelle. Bon, très bien. Mais en fait, ces problèmes-là, étant donné qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment repris en termes de est-ce qu'on règle le problème, on fait de l'information. L'employeur va souvent, au cours de la réunion, informer les délégués de ce qu'il a fait, du chemin qu'il a pris pour traiter telle ou telle situation. Et donc, on a l'impression, pour les délégués du personnel, qu'il n'y a jamais rien qui se règle. Parce que la liste s'allonge de mois en mois, on apporte des nouvelles problématiques, on nous dit ce qu'on a fait, mais on n'a jamais l'impression que c'est réglé, puisque, nous, on ne considère pas que c'était nécessairement très équitable, ou très ceci, ou très cela. Ce qui fait qu'il y a de la tension, il y a du mécontentement qui s'accumule de mois en mois. À un moment donné, c'est normal, l'organisation syndicale dit là, ça suffit, on fait un paquet avec ça et on en fait une liste de revendications et voilà. Donc, et là, c'est comme, pour nous, c'est la question de la négociation collective. Tu as les problèmes au quotidien, qui sont de la gestion quotidienne, qui sont beaucoup liés aux pratiques managériales. Et tu as la négociation collective pour l'amélioration des conditions de travail, de la qualité de vie au travail, tout ça. Et là, c'est comme si, d'un côté, compte tenu du système qui est en place, on n'arrive pas à se sortir des problèmes au quotidien pour faire en sorte de viser une amélioration des conditions de travail à plus grand terme. Le seul lieu de la négociation collective, c'est la NAO, en fin de compte. Et la négociation obligatoire annuelle, où on y parle de salaire, de choses monétaires, mais tout le reste, finalement, passe un peu sous silence. J'allais rajouter que les DP doivent représenter la totalité des salariés en tant que tels. Et à ce moment-là, ils n'ont pas nécessairement leur couleur syndicale. Supposément. Alors, de telle sorte que cette distinction entre les DP et les organisations syndicales, leur rôle qui leur est dévolu à chacun, fait en sorte que c'est comme s'il n'y avait pas de connexion entre ces deux boîtes-là en tant que telles. Voilà. Ces deux dimensions-là. Alors que pour moi, pour nous, un problème au quotidien peut dériver sur une revendication collective en tant que telle. Et ça peut évoluer dans un sens, ça se peut qu'il y ait un problème individuel aussi, qui ait à être réglé. Par exemple, la discipline ou des choses comme ça. Mais pas toujours. Souvent, les problèmes sont plus d'ordre collectif et devraient créer plus des revendications collectives. Alors, ce que j'aimerais juste souligner par rapport au contexte calédonien, c'est qu'effectivement, on a cette fameuse institution des délégués du personnel qui se décline dans les entreprises de plus de 11 salariés et que effectivement c'est quand même un espace de régulation sociale, cette fameuse réunion mensuelle des délégués du personnel, et que peut-être
il ne faut pas oublier qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas véritablement d'implantation syndicale, hein, notamment effectivement aux alentours de 15-20 salariés. Et c'est là où effectivement on peut essayer aussi de regarder cette institution comme vraiment un espace de régulation sociale et un espace de résolution des problèmes du quotidien. Après, effectivement, cette connexion avec la négociation collective, Ouais. il faut savoir que finalement, cette institution est susceptible de la permettre puisque l'habitude a été prise dans le cadre d'une interprétation d'une disposition du Code du travail de faire participer à la réunion des délégués du personnel un représentant d'une organisation syndicale qui est souvent déclinée comme étant la présence des délégués syndicaux représentatifs qui sont implantés dans l'entreprise. Et on a quand même cette connexion qui serait susceptible de pouvoir fonctionner, mais qui, effectivement, sur le terrain manque un peu. Mais ce que je voulais souligner, c'est quand même le fait que ce lien avec la négociation collective, il faut l'envisager, mais qu'il y a aussi des entreprises qui n'ont pas d'implantation syndicale Tout à en fait. Nouvelle-Calédonie compte tenu du paysage Ouais. économique. Et puis ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce qu'il faut bien voir que, par exemple, en Amérique et au Canada en particulier, puisqu'on le connaît mieux, eh bien, il y a le monde syndiqué et il y a le monde non syndiqué. Alors qu'ici, ben, on peut avoir des syndicats partout. Chez nous, si on n'a pas une majorité de salariés qui souhaitent être syndiqués dans une entreprise, il n'y aura pas de syndicat dans cette entreprise-là, donc pas de négociation collective. Alors que pas de ici, représentation pas de non plus, exact. exactement. Donc ici quand même, avec les délégués du personnel, puis avec la possibilité d'avoir les syndicats, on permet cette représentation syndicale. Et ça, franchement, c'est très, très bien. Par ailleurs, l'autre point, peut-être pour nous, c'est plus au niveau de la négociation collective puis des conditions de travail. On est habitué dans un contexte où on négocie une convention collective et que cette convention collective-là, on la revise à terme, à tous les 3 ans ou 4 ans selon la durée de la convention collective, et que cette négociation-là, c'est un espace, c'est une période où franchement toutes les énergies sont mises pendant 4, 5, 6 mois entre l'entreprise et les représentants syndicaux pour améliorer les conditions de travail sur une durée de 3 ans, 4 ans ou quelque chose comme ça, même plus si on veut, avec des réouvertures parfois sur la question salariale, puisque celle-là, l'économique, on doit peut-être la réviser un peu plus rapidement. Mais cet espace-là de négociation, ici, ce qu'on pourrait dire, c'est il y a la NAO, la fameuse négociation annuelle qui revient, obligatoire, qui revient toutes les années. C'est beaucoup. Ça veut dire que ça mobilise les forces pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, à chaque année, et qu'en fin de compte, on n'y discute finalement que des questions monétaires. Dans la pratique, ce qui veut dire, on pourrait négocier plus, mais dans la pratique, c'est que bon, ben, il faut faire ça, puis on sait que ça revient l'année prochaine et encore l'année prochaine. Alors, la place donnée à la négociation collective, à la revendication collective pour l'amélioration des relations de travail, on trouve qu'elle manque peut-être un peu. Mais, voilà. Et je vais rajouter que ça fait en sorte que cette négociation annuelle-là fait en sorte que les gens globalement, et quand je dis ça, je regarde autant les organisations syndicales que celles patronales, se donnent pas une perspective à moyen et à long terme sur les relations de travail. À l'intérieur de l'entreprise, je suis convaincu qu'il y a des plans, puis il y a des projets à moyen et à long terme. Mais dans les relations de travail, ça fait qu'on regarde ça année après année et on regarde à ce moment-là les effets que ça peut avoir. Et on n'a pas d'effet, on n'a pas d'analyse globale de la situation des relations de travail. Et ça, c'est aussi une dimension qui est un peu indirectement pervers, parce que je dirais que Monique vient d'en parler, la NAO annuelle, c'est beaucoup d'énergie. Rajoutons à ça les négociations de branche annuelles aussi,
qui ne mobilisent pas nécessairement toutes les mêmes personnes. Mais normalement, les grosses entreprises vont être associées à toutes ces discussions-là. Et ça veut dire que s'ils sont dans leur négociation de branche, ils ne sont pas à l'intérieur de l'entreprise pour développer et pour régler leurs problèmes internes. Et puis, il faut voir comment, finalement, parce que là, ce qu'on parle, c'est de l'organisation qu'il y a à l'intérieur du Code du travail, c'est les institutions, comment, finalement, ça mobilise les forces au niveau des parties prenantes, des acteurs sociaux. Ce qu'on entend, nous, quand on travaille avec les gens dans les entreprises, c'est que on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de souffler, on est pris continuellement dans les obligations et de part et d'autre, hein, autant les délégués du personnel et les délégués syndicaux que les représentants de l'entreprise, et ils n'ont pas d'espace, comme disait Jacques, pour faire cette réflexion à plus long terme pour finalement améliorer le bien-être au travail. Ce qui fait que c'est comme si on était toujours pris dans ces fameux problèmes au quotidien et qu'on ne réussit pas à en sortir. Puis finalement, c'est à travers ces problèmes au quotidien qu'on finit par tout pacter tout à coup, puis dire, bon, ben là, il faut que ça explose, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis on crée un espace de négociation à partir de cette fameuse liste de revendications, qui est finalement le seul moyen dont disposent les organisations syndicales pour dire, là, on n'en peut plus. Il faut qu'on s'arrête, puis il faut qu'on réfléchisse sur des choses plus longues. Alors, dans cette fameuse liste de revendications, ben, on va trouver de tout. Les problèmes individuels qui n'ont pas été réglés, qui auraient dû se régler autrement, et des points de revendication aussi qui sont plus de nature collective, mais qu'on va prendre à la va-vite, sous une pression, parce qu'on n'a pas le temps de les traiter avec toute la réflexion. Et moi, je vais rajouter une dimension, et c'est... Monique va dire que c'est un de mes dadas, tout ça, mais ça fait en sorte que la solution au problème va faire naître un accord qui ne sera pas nécessairement intégré dans toutes les dynamiques de relations de travail à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui vont travailler à l'heure actuelle avec des ramassis de ce qu'ils appellent les millefeuilles, des accords qui ne sont pas condensés, qui ne sont pas fusionnés, et etc., qui existent depuis peut-être 1980, 85, 90, et qui n'ont pas été renouvelés. Qui peuvent être contradictoires. Oui, puis non seulement ça. Moi, ce que je vais rajouter, c'est en 80-85, les ordinateurs n'existaient pas. Et maintenant, ça existe. Alors, même l'utilisation des termes à l'intérieur des accords ont pu évoluer, ont pu changer, ont pu être modifiés, et de telle sorte que si on ne fait pas du ménage de façon régulière à ce niveau-là, on va se ramasser avec des choses qui sont possiblement contradictoires. Je vais juste donner un petit exemple. Chez nous, par exemple, la convention collective, comme je vous disais, dans le fond, c'est la loi des parties. Donc, on a notre convention collective. Tous les salariés ont leur convention collective. C'est les délégués syndicaux, ils ont leur convention collective dans leur poche. Et puis, c'est là, c'est présent. Les managers ont la convention collective. Tout le monde connaît la convention collective et s'y réfère parce que c'est la loi des parties. C'est de là qu'on tire toutes les sources de droit pour les obligations et tout ça. Alors, ça va bien. Mais ici, imaginez comment est-ce qu'on fait quand on a un millefeuille et c'est impossible de savoir qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui ne s'applique pas. Les managers qui ont à appliquer, qui ont à régler justement le quotidien, comment ils font pour appliquer les règles de droit pour les salariés? C'est mêlant. Donc là, tout à coup, on prend des travers et puis on applique ça comme ça dans un secteur, on applique d'une autre manière dans l'autre secteur. Et là, ça fait une confusion générale. Mais après, se dire, OK, il faudrait, parce que je sais qu'il y a ce débat en Nouvelle-Calédonie et qu'on incite à faire la fusion des conventions collectives, puis de la fusion des accords et d'en faire une réelle convention collective, ce qui est merveilleux, mais c'est un travail titanesque. Et là, comment vont-ils avoir l'énergie alors qu'il faut qu'ils aillent en NAO toutes les années et puis qu'il y a les problèmes au quotidien, puis que là, il faut organiser le CE, puis la réunion des DP, puis le CHSCT, ils en ont jusque-là. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. Et en plus, on va rajouter que chaque organisation syndicale
va en plus passer à Revendiquer travers une élection à Ouais, chaque 2 ans. ans. Alors, donc, évidemment, Obligation, rajouter tous ces éléments-là, toutes ces contraintes-là, évidemment, l'organisation du suivi en tant que tel à l'intérieur de l'entreprise est excessivement difficile. Et c'est pas un reproche à un ou l'autre, parce qu'ils sont tous les deux dans le même navire. Mais c'est vrai que ce constat, effectivement, par le biais de la gestion des conflits ou même des négociations, puisque la DTE participe aux négociations de branche, pas aux négociations annuelles obligatoires, puisque ça reste interne à l'entreprise, mais on a des retours par rapport à l'enregistrement et au dépôt des différents accords dans notre service. C'est vrai que vous parliez tous les deux de millefeuilles et d'enchevêtrement, et c'est vrai qu'on s'aperçoit justement qu'à un niveau des délégués du personnel ou délégués syndicaux, c'est très compliqué. En fait, la compréhension des fois et la mise en œuvre du code du travail sur des petites entreprises également. Les chefs d'entreprise n'ont pas forcément de DRH, de juriste ou autre qui peut les accompagner dans ces démarches. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident l'appréhension du code du travail, c'est pas forcément des mauvaises intentions au départ, mais une mauvaise appropriation des textes et le dialogue social, on sait très bien que c'est très, très fragile, ça repose sur un équilibre très sensible et il suffit que le curseur soit déplacé un petit peu plus côté syndicat ou un petit peu plus côté employeur et ça peut vraiment partir après sur des conflits. De l'incompréhension, le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Et donc c'est vrai que c'est très très sensible. Après, pour en revenir sur les négociations annuelles de branche, ou même les NAO qui parlent exclusivement de l'aspect salarial, c'est vrai que nous, on sort des données statistiques par rapport à ce qui se passe. Et c'est vrai que sur les négociations annuelles de branche, les principales thématiques, c'est la durée du travail et l'aspect monétaire, comme tu le soulignais, Monique. Et même si pour l'année 2016, le volet formation est apparu sur le devant de la scène, c'est vrai que ce sont les deux principales thématiques et qu'on est sur des textes éventuellement très anciens, on le voit des fois sur la gestion des conflits par rapport aux conventions collectives. Quand on décrypte un petit peu les systèmes qu'il peut y avoir en interne en entreprise sur les mécanismes de primes, etc., où les terminologies ont évolué. C'est tout à fait normal, tu le soulignais, Jacques, les terminologies évoluent, on ne peut plus utiliser même terminologie dans les années 80 qu'aujourd'hui. Et quand on regarde certaines conventions collectives, on essaye de retrouver ce qui a été mis en place dans l'entreprise qui, elle, a évolué dans la convention collective, parce que c'est quand il y a un conflit, en fait, qu'on fait des comparatifs. Et on se dit, est-ce que telle prime, c'est assimilable à ce qui a marqué là-dedans ou pas? Ou tiens, il est parlé dans telle convention collective d'associer les salariés à l'activité dans l'entreprise. Est-ce que ça signifie que on parle de l'intéressement qui aujourd'hui a été formalisé par une loi du pays, qui à l'époque n'existait pas du tout. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident et les partenaires sont souvent pris par le temps et il y a un gros travail justement sur les conventions collectives à faire qui vient d'être initié justement par la direction du travail et de l'emploi, la demande des partenaires sociaux. On fait un travail tous ensemble, que ce soit organisation syndicale de salariés et patronale, puisqu'il y a eu une prise de conscience en fait sur ces éléments-là. Mais c'est vrai que c'est un très très gros chantier. Très gros chantier. J'allais rajouter que souvent, ce qui semble être la pratique, c'est que quand on a un problème, on essaye de demander au gouvernement d'établir une réglementation pour solutionner ce problème-là, au lieu de s'en approprier à l'intérieur du milieu de travail et d'en faire une condition de travail existante. C'est sûr que la généralisation est plus intéressante globalement parce que tous les travailleurs et les travailleuses vont pouvoir en bénéficier en tant que tels. Mais on trouve qu'il y a une certaine appropriation qui devrait être faite à l'intérieur du milieu de travail par certaines de ces dimensions-là.
Et c'est très curieux parce qu'en même temps, on a réalisé ça à l'intérieur des sessions de formation qu'on a données, où à un moment donné, on avait de la difficulté à faire participer les gens à créer une revendication sur un problème qu'on essayait, on faisait des cas, un jeu de rôle, on faisait des cas, et les gens atterrissaient sur le fait qu'il fallait établir une réglementation pour encadrer un problème. Ouais. Alors qu'il y a possiblement beaucoup plus que ça qui devrait être approprié à l'intérieur, que les parties devraient s'approprier à l'intérieur des entreprises. Vous l'avez abordé dans chacun de vos propos sur les difficultés majeures et aussi les clés. Quels sont les points, je dirais, d'avancée sur les négociations collectives, les perspectives Ouais. Mais déjà, moi, je voudrais souligner peut-être que je sais qu'il se discute actuellement une réforme au niveau des institutions de représentation du personnel qui va faire en sorte, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, de faire en sorte d'empêcher ces petites boîtes-là où on est chacun dans son petit machin et de faire en sorte qu'il y ait plus de fluidité entre les diverses institutions. Et ça, on pense que c'est de nature à améliorer justement que à chaque niveau, on puisse avoir une meilleure compréhension globale de ce qui se passe, des problématiques, et qu'on puisse développer une vision plus à long terme. Nous, on pense que franchement, ça va permettre de lier plus la question des revendications collectives avec la question du règlement des problèmes au quotidien, par exemple. compréhension, meilleure visibilité. Ouais. Donc, je voudrais juste évoquer ce chantier de la réforme des institutions représentatives du personnel, qui est encore une fois un travail, pour reprendre l'expression de Jacques, titanesque. Voilà. Mais c'est vrai que par l'analyse et le diagnostic finalement de la façon dont vivent les institutions représentatives du personnel, on peut essayer de dresser des voies d'amélioration. Et je pense que l'amélioration majeure sur laquelle tout le monde est susceptible de s'entendre, c'est peut-être de perdre en formalité et en formalisme, hein, puisque tout ça est quand même extrêmement complexe. Le droit des comités d'entreprise, il y a toute une philosophie et un certain nombre de formalités à faire respecter. Peut-être perdre en formalisme ce qu'on peut gagner en efficacité du dialogue social et finalement en prise en compte de l'intérêt des salariés des entreprises calédoniennes, quoi, et évidemment du fonctionnement et de la compétitivité de l'entreprise. Tout à fait. Parce qu'on rebascule encore sur cette notion de code du travail, de loi, et finalement cette nécessité de respecter un certain nombre d'obligations qui nous font perdre en efficacité du dialogue social et en valeur ajoutée de toutes ces discussions. Ça, c'est assez net. Alors, encore une fois, ça, on ne peut pas généraliser non plus, mais c'est quand même un constat qui est assez clair. Un autre élément aussi qu'on a constaté, c'est que, encore une fois, si on fait une comparaison à ce qui peut exister chez nous versus ici, c'est que chez nous, par exemple, il y a des organisations syndicales et puis au niveau des patrons, il y a quand même des institutions qui vont leur permettre d'obtenir des ressources assez importantes et de faire en sorte d'avoir une meilleure, de pouvoir mieux s'approprier des tâches et des responsabilités qu'ils ont à l'intérieur des entreprises sur le plan du dialogue social et qui vont leur donner quelques outils. Et ici, ça nous semble que les organisations syndicales n'ont pas suffisamment de ressources. Et donc, ils peuvent difficilement aider les délégués du personnel ou les délégués syndicaux qui sont dans les entreprises et qui doivent faire avec les moyens du bord, quoi, pour essayer de comprendre cet ensemble de lois qui est fort complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on peut avoir au Canada. Ça, je peux vous le garantir. Les lois ici, c'est incroyable ce qu'ils ont. C'est très, très, très complexe. Donc, comment est-ce qu'on fait? Et on pense qu'il devrait y avoir un peu d'effort de mis pour aider les institutions, leur donner des ressources, peut-être augmenter certains services
Mais là, encore une fois, c'est pas moi qui paye, c'est sûr, là. Mais pour faire en sorte de les accompagner, de les soutenir, pour les aider à avancer. Je pense que ce serait bien pour le pays. Hein. Après, les moyens du dialogue social en Nouvelle-Calédonie sont quand même déployés progressivement depuis plusieurs années pour aboutir quand même aujourd'hui en 2017 à un système qu'on essaye quand même de faire fonctionner. Oui, un accompagnement important. Au niveau des fusions des accords, il faudrait aussi qu'il y ait un exercice à ce niveau-là, parce que le commun des mortels ne s'y retrouve pas, ne sait pas c'est quoi les conditions de travail, et c'est excessivement difficile de se retrouver à travers ce qu'on a communément appelé le millefeuille, où dans une entreprise, il y a des accords qui sont peut-être signés depuis 1980 et qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas été regroupés et n'ont pas été fusionnés, de telle sorte qu'il y a souvent une incohésion à travers plusieurs des textes et que le simple salarié ne réussit pas à déterminer quelle est la hauteur ou le niveau de ses conditions de travail. Face, comme on discutait aux difficultés rencontrées, aux avancées aussi de la négociation collective, pour donner un sens au dialogue social et une négociation collective de qualité, les partenaires sociaux, les représentants du personnel sont devant une question importante, c'est de la responsabilisation. Voilà la question qui est posée, importante. Dans un premier temps, moi je dirais que la multiplication des instances fait en sorte, et des moments aussi, fait en sorte qu'il y a, semble-t-il, une certaine déresponsabilisation des gens. Parce qu'ils s'imaginent que c'est une autre instance qui va solutionner le problème. Alors, ça fait en sorte qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque part ou un lieu où tu vas pouvoir t'excuser pour te dire que c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui a à régler ou à solutionner ce problème-là. Ça a pris du temps parce que les procès-verbaux ont rentré trop tard, trop tardivement, etc., etc. Les raisons, les motifs se multiplient en fonction des différents paliers de responsabilisation, et le fait que tout est systématiquement défini. Chacun est supposé faire cette partie-là, cette autre partie-là, etc., etc. De telle sorte que ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu n'as pas à t'engager nécessairement, puis tu te dis, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Ouais. Nous, il y a quelque chose qui nous a bien surpris quand on regarde un peu plus à fond le fonctionnement dans les entreprises au niveau du dialogue social, c'est le fait que dans l'organisation du Code du travail et des diverses lois du travail, c'est l'entreprise qui a à peu près toutes les responsabilités. C'est elle qui doit initier la négociation, c'est elle qui doit organiser toutes les institutions de représentation du personnel. Après, il y a des choses que c'est sûr que c'est l'employeur qui doit faire, par exemple, qui détient les informations, c'est à lui à donner les informations, et je comprends très bien ces obligations-là. Mais pour l'organisation et la mise en œuvre des institutions de représentation du personnel, que ce soit l'employeur qui soit responsable de ça, par exemple de l'organisation des élections professionnelles, nous, ça ne nous rentre pas dans la tête, parce qu'on dit, ben voyons donc, comment est-ce que ça se peut? C'est l'employeur qui soit obligé d'organiser les élections professionnelles. Alors que, mais dans le fond, quand on regarde les institutions, on voit bien aussi que l'EDP, le CE, le CHSCT, c'est pas lié au fait de l'existence d'un syndicat ou pas. Hein? C'est une institution de représentation du personnel, et les personnes qui y siègent à titre
salariés de l'entreprise qui ont été élus au niveau des élections professionnelles, sous étiquette syndicale ou pas, selon on a été élu en premier tour ou deuxième tour. Après, le seul qui a le droit de négocier, c'est bien le délégué syndical avec son organisation syndicale. Les autres, ce sont des lieux d'information et de concertation, à la rigueur, mais jamais plus loin que ça. Le seul qui a le droit de négocier, c'est le DS dans l'entreprise. Et pourtant, là, les institutions sont coupées. Donc, comment est-ce qu'on fait? Et ce qu'on se questionne, c'est, dans cette question de responsabilisation, c'est que, dans le fond, la négociation collective, c'est quelque chose qui est assis dans les droits fondamentaux, c'est quelque chose qui est bien assis dans la Constitution aussi française, le droit de chaque salarié de participer à la négociation par le biais de son organisation syndicale. Et dans le Code du travail, on ne parle pas de comment on organise ça. On parle beaucoup de l'organisation du CE, du CHSCT, des DP, tout ça, on définit tout, mais la négociation collective, à part de dire qu'il y a une NAO, à part de dire que il y a l'obligation de l'employeur de déclencher certains éléments, eh bien, c'est assez flou finalement. Donc, on donne, pour nous, c'est comme si le droit à la négociation collective, finalement, n'est pas assez bien campé dans le Code du travail, et ça fait en sorte qu'il y a un certain déséquilibre et que les organisations syndicales, le délégué syndical est un peu déconnecté de sa base. Les élections professionnelles, elles ont lieu une fois par 2 ans, elles déterminent les élus à l'intérieur de l'entreprise qui vont ensuite être partagés selon des règles bien définies dans les diverses institutions. Le délégué syndical, lui, est nommé par son syndicat, par son organisation, donc ça n'a rien à voir. Et puis après, eh bien, on va déterminer le poids des décisions en fonction de cette élection professionnelle. Et quand est-ce que le syndicat, pour faire ses revendications, pour déclencher une grève s'il le faut, quand est-ce qu'il doit retourner à sa base? Quelle est son imputabilité et sa responsabilité à ce niveau-là? Et je ne dis pas qu'il ne l'exerce pas, hein. Je ne dis pas qu'ils ne consultent pas leurs adhérents, ce n'est pas du tout ça que je dis. Ils le font certainement. Mais il n'y a aucune imputabilité qui est assise, comme on a, au contraire, tout bien défini, tout le reste. Nous, c'est ça qui nous interpelle un peu, parce que chez nous, par exemple, un accord, même si on parle de la convention collective, on peut avoir aussi des accords qui viennent modifier la convention collective, on doit avoir un vote des adhérents du syndicat à majorité pour accepter ou refuser ce qu'on vient de négocier. Donc, ça veut dire qu'on est redevable auprès de nos membres. Sinon, il n'y en aura pas d'accord de signer. On n'a pas le droit de signer. Et pour exercer la grève, eh bien, on doit aller leur demander la permission pour l'exercer, non seulement pour l'exercer, mais pour cesser de l'exercer. C'est parce que, comment est-ce qu'on peut... Et ça, pour nous, c'est... On comprend que le système est différent, là, évidemment, mais ça nous questionne. C'est le droit individuel à la grève aussi, c'est le droit absolu qui est inscrit dans la Constitution. Évidemment, ça teinte les relations de façon tout à fait différente. Tout à fait différente. Okay. En d'autres perspectives intéressantes de la négociation collective, à évoquer l'intersyndicalité, est-ce que c'est une source de bonne gouvernance dans la négociation collective? Ben, dans un système où il y a la pluralité syndicale, eh bien, et puis que la négociation collective, c'est elle qui va apporter des droits collectifs, donc qui vont s'appliquer à l'ensemble des salariés visés, eh bien, comment est-ce qu'on peut favoriser finalement une intersyndicalité pour permettre plus de cohésion au niveau des revendications collectives et plus aussi de force face à l'employeur pour faire passer les revendications et puis faire bouger les choses dans un mieux-être collectif. Alors là-dessus, ben évidemment, il y a des difficultés, on le constate bien dans le quotidien de la vie des gens parce que, étant donné que
l'existence des syndicats, puis la représentativité des syndicats est un peu basée sur les élections qui reviennent aux 2 ans, eh bien, les syndicats sont toujours pris dans cette lutte électoraliste qui fait en sorte qu'ils essaient chacun, puis on le comprend bien, de tirer la couverte pour faire valoir que c'est eux qui sont à l'origine de telle avancée ou de tel règlement ou de telle nouvelle clause. Et ça milite pas tellement en faveur d'un regroupement pour faire en sorte d'avoir une meilleure cohésion en face de l'employeur et de pouvoir faire avancer plus vite peut-être les conditions de travail. Et parlons de ce fameux 2 ans-là, qui est une période excessivement courte. Une fois les élections passées, avant qu'un syndicat ou des représentants au DP réussissent à s'établir, ça prend un premier 6 mois. Et au moins 6 mois avant les élections, on sent une fébrilité à l'intérieur des entreprises de telle sorte que les gens commencent à focusser sur le fait qu'ils vont passer en élection. Et donc, évidemment, la teneur de leurs propos change presque radicalement quand ils sont à 6 mois d'une période électorale. Alors, combien de temps qu'il reste entre les deux? Il reste à peine 1 an pour réussir à naviguer et à réussir à s'installer et à établir les relations de travail à l'intérieur de l'entreprise. Encore une fois, si on prend, c'est sûr qu'ici encore, la responsabilité va revenir à l'employeur de convoquer tous les syndicats représentatifs à la table de négociation, s'il y a négociation, puisqu'on parle de choses collectives qui concernent chacun des syndicats. Mais bon, après, chacun des syndicats, y va-t-il pas? Va-t-il signer, va-t-il pas signer? Va-t-on faire des alliances, pas faire des alliances? Et ça, c'est tout un jeu qui se fait à l'intérieur des négociations collectives dans le cadre actuel et qui, franchement, parfois complique beaucoup la conclusion des négociations collectives pour ce qu'on peut en voir Puis, à notre avis. Puis j'allais rajouter que ça fait en sorte que, justement, c'est une autre dimension de la déresponsabilisation des gens. C'est ce jeu-là électoral fait en sorte qu'à un moment donné, tu ne veux pas trop avancer pour pas être le seul à exercer des compromis. Et comme négociateur, ce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, c'est que les syndicats ne réalisent pas que là, tant et aussi longtemps qu'ils ne feront pas front commun à l'intérieur d'une entreprise, l'employeur sera toujours obligé de réagir en fonction de ne pas donner le maximum à la négociation parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer le lendemain d'une élection avec un syndicat. Il ne sait pas si un autre syndicat ne rebondira pas sur place et va faire en sorte de pouvoir réenchérir sur ce qui a été obtenu. Alors, ça, c'est une dimension de la négociation qui, d'après nous, affaiblit les syndicats tant et aussi longtemps qu'ils ne réaliseront pas qu'à l'intérieur des entreprises, ils doivent agir en relative front commun pour les revendications et les compromis qu'ils vont faire de part et d'autre. Tout à fait. Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, je m'intéresse aux relations du travail, est-ce qu'on a une propension, une tendance à aller en intersyndical ou plutôt à se jauger individuellement, enfin collectivement, entre syndicats? Quelle est la tendance? Alors par rapport aux données statistiques que le service des relations de travail au niveau de la DTE a à disposition, donc c'est vrai qu'en 2015 on a rencontré plusieurs intersyndicales au niveau des conflits. Là où la tendance était plutôt à la baisse en 2016, puisqu'il me semble qu'on a eu une seule intersyndicale de mise en œuvre sur un conflit dans la négociation. Et donc c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui est systématique dans la négociation, la notion d'intersyndicale. Par contre, c'est vrai que souvent, quand il y a des intersyndicales, on a pu relever que la thématique principalement traitée, c'était la qualité de vie
au travail, ce qui était relation de travail, et on était vraiment dans un petit peu, on était vraiment sur de l'humain, dans la structure, et dans une dynamique de remettre en place un dialogue social serein, etc. Et donc là, c'est vrai qu'ils font front ensemble. Intéressant. Mais ce que tu étais en train de nous dire, c'est que c'est moins sur les aspects monétaires. Non, ça? C'est plus sur les aspects c'est plus relationnels, sur les de bien-être. aspects de bien-être, De bien-être et au l'aspect travail. humain. Très bien. C'est Mais vraiment la c'est- priorité. Hein. La priorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres éléments, D'autres éléments qui rentrent en mais ligne de c'est compte. vraiment ce qui ressort le plus dans C'est ces très, notions d'intersection. c'est très intéressant parce que ça démontre encore une fois que les aspects probablement où le syndicat est capable de se démontrer plus actif que d'autres sur les aspects monétaires, ils ne partageront pas ces éléments-là. Alors que devant l'employeur, ils devraient faire un meilleur front pour utiliser leur rapport de force plus adéquatement. Alors donc, c'est un peu curieux qu'ils font des fronts communs un peu plus sur des aspects humains et que à ce moment-là, évidemment, ça a moins de conséquences indirectement sur leur popularité à l'interne. À l'interne. Oui, mais c'est ça, dans le fond, c'est toujours la dichotomie qu'il y a entre le quotidien des choses et puis une vision à plus long terme. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début de ce point de vue-là. C'est dommage. Et ce qu'il y a de dommage, oui, c'est que souvent, on essaie de tirer profit de situations où on appuie beaucoup sur les divergences, sur démontrer qu'on est combatif, qu'on est contre, à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, finalement, que c'est comme si de parler, de s'entendre, d'avoir des accords, de pouvoir, donc, et qu'on n'en tire pas de profit, peut-être électoraliste, encore une fois. Et ça, pour nous, c'est dommage parce que, finalement, ça fait en sorte que ça ne nous permet pas, encore une fois, de développer une vision à plus long terme puis de drainer vers une amélioration des conditions de travail d'une façon plus générale. Alors même qu'on peut le voir, nous, sur différentes thématiques au niveau des négociations, qu'effectivement, par rapport aux retours qui nous sont faits, que s'il y a vraiment un dialogue social de qualité apaisé dans la structure, on s'aperçoit que les négociations se déroulent mieux et qu'il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être mises en place justement dans l'entreprise. Exactement, tout à fait. Tout le monde en bénéficie à ce moment-là. Exactement. Autant l'employeur, autant l'entreprise par une meilleure santé économique et de fonctionnement, puis les employés par l'amélioration de leurs conditions de travail. Une négociation collective, donc ça implique une relation de construction constructive aussi, mais ça doit aussi impliquer une relation de confiance fermée. Est-ce que dans les espaces de relation de travail, cet engouement, cette révélation générale? Oui, je pense que la confiance justement est un pilier au niveau des négociations, tant dans l'entreprise qu'avec les différents partenaires qui peuvent interagir. Et c'est vrai, après, c'est une spécificité aussi, je pense, aux Calédonies par rapport au monde océanien, où il y a le côté de la parole donnée. Donc la confiance est vraiment primordiale dans ce genre de secteur, puisque dans les négociations ou dans les conflits, ça ressort beaucoup justement cet aspect de parole donnée. Quand il y a eu des discussions et des échanges avec les directions, et ça revient assez souvent, donc c'est vrai que c'est un élément primordial d'un dialogue social serein, apaisé, constructif, et d'une négociation aussi qui va aboutir à quelque chose. La confiance vraiment est l'un des piliers de ce type de mécanisme. Ouais. Moi, je rajouterais aussi quelque chose là-dessus pour faire le lien un petit peu avec ce qu'on parlait tout à l'heure du dialogue social. Ben, justement, dans la négociation collective, il peut exister une certaine relation de confiance si on l'a construite, cette relation-là. Et c'est dans le cadre du quotidien, c'est dans le cadre des relations sociales au quotidien qu'on va l'avoir construite, cette confiance.
et qui va faire en sorte que la négociation va être plus efficace, plus productive et où chacun va être à l'écoute l'un de l'autre. Donc, cet aspect-là, ça m'amène aussi à rajouter un point, c'est que souvent dans le dialogue social, on pense que le dialogue social, c'est un peu, comme Jacques le soulignait au tout début, de la compromission finalement. Et quand on est mou, quand on est faible, on fait du dialogue social. Quand on est fort, on n'a pas besoin de ça. Mais dans le fond, c'est un préjugé. Parce que le dialogue social, peu importe qu'on ait des divergences, ben, il faut justement qu'on réussisse à se parler, à se comprendre pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, c'est le temps qu'on peut mettre pour construire ce dialogue social-là, pour essayer d'avoir une communication qui soit plus intéressante, plus respectueuse, plus approfondie entre les divers acteurs, eh bien, c'est de nature justement à créer un dialogue social de qualité qui va faire en compte qu'on va prendre tout autant en compte et les divergences et les convergences. Parce que les divergences, il va falloir à un moment donné les apaiser. Et c'est par le biais de la négociation qu'on va le faire, ou c'est par le biais des différentes institutions de représentation du personnel où il y a des lieux de prévus. Et voilà. Mais ce que j'allais rajouter, c'est s'il y a une bonne confiance, même s'il y a un conflit, les discussions seront plus sereines et seront plus capables d'aboutir et d'être positives à l'intérieur des échanges. Parce que, en général, les gens de relations de travail, autant du côté patronal que du côté syndical, réalisent qu'il est possible qu'il y ait des obstacles majeurs, à un moment donné, à l'intérieur de leurs échanges, qui fassent en sorte qu'il y ait des conflits. Le conflit, il n'est pas absolu, mais il existe à l'intérieur des relations de travail. Et quelqu'un qui ferait abstraction de l'existence du conflit, d'après moi, il manque une dimension complètement de son analyse des relations de travail, parce que s'il n'est pas capable de percevoir qu'il y aura, à un moment donné ou à un autre, un conflit à l'intérieur de son entreprise, il ne pourra pas faire une analyse à court et moyen terme de ces relations de travail en tant que telles. Alors donc, il faut que tu acceptes que cette réalité-là peut exister et évidemment, plus ton dialogue social est fait en situation de confiance, mieux tu vas être capable de gérer les zones de conflit. Après tant d'années dans les relations sociales, dans les relations de travail, comme on dit chez nous, on se rend compte que souvent dans les relations les uns avec les autres, eh bien, comment je dirais, on n'est plus capable de voir la personne qu'on a devant soi en tant que personne humaine. On la voit comme le problème qu'on est en train de vivre. Et puis là, se crée beaucoup de tensions. Alors qu'il faut qu'on revienne au fait que chacun a son rôle à jouer, chacun représente soit l'entreprise, soit le syndicat, soit il est délégué du personnel, et que là, il a un rôle à jouer qui est en train tout simplement d'exercer son rôle. Donc, il faut qu'on soit capable de départager le sujet dont on parle, l'objet de discorde dans lequel on est, par rapport aux individus qui sont autour de la table et qui essaient de faire leur rôle, de jouer leur rôle pour essayer de le régler. Et ça, c'est un problème qu'on voit, mais partout, évidemment, dans les relations sociales. Autant ici que chez nous. Dans une relation de confiance, jouer son rôle, rien que son rôle, remplissant son rôle. Remplir sa place, toute sa place, rien que sa place. Voilà. Effectivement. En termes de conclusion sur la négociation collective en Nouvelle-Calédonie. C'est clair que la négociation collective, c'est la forme la plus aboutie du dialogue social, si on peut dire, dans l'entreprise, pour amener justement des modifications dans les conditions de travail, puis le fonctionnement dans l'entreprise.
Et là-dessus, encore une fois, il y a des responsabilités à exercer de part et d'autre. Ce qui est important, je pense, à retenir et qui est parfois difficile à faire les distinctions, c'est ce qui concerne l'individuel versus le collectif. Et ce passage-là, il y a un apprentissage à faire, nous on pense, entre ce qui se passe à l'individuel, régler les problématiques individuelles avec les pratiques de management, l'amélioration, la modernisation des entreprises et tout ça, et de l'autre côté, la transformation dans la revendication vers la négociation collective pour faire avancer le droit social, pour faire avancer les conditions de travail et le bien-être collectif dans l'entreprise. Je vais rajouter au niveau individuel et collectif dans l'optique où les instances de DP devraient réussir à beaucoup plus solutionner les cas individuels et à réussir à régler en amont ce type de problème-là pour que vraiment la revendication devienne plus collective et concerne des problèmes collectifs et non pas individuels. Et à ça, il y a certainement 2 autres travaux niveau de dossier qui devraient être travaillés. C'est évidemment toute la question des relations intersyndicales à travers les négociations et aussi tout ce qui s'appelle les fusions des accords parce que dans plusieurs entreprises, le commun des mortels ne réussit pas à se retrouver dans tous les accords qui sont signés et font en sorte que c'est excessivement difficile de comprendre c'est quoi les droits et obligations des droits, salariés. Les droits et obligations des salariés ou leurs droits tout simplement implicites.